Bonjour et bienvenue à Ta carrière, ton histoire, où on parle du futur du travail et on invite des experts pour qu'ils partagent leurs expériences et leurs conseils pour outiller la jeunesse de demain. À Ta carrière, ton histoire, on aime beaucoup dialoguer avec les gens, donc on vous invite à nous visiter sur notre page Facebook, à commercial Ta carrière TV. S'il vous plaît, envoyez-nous vos questions, vos commentaires, vos idées, puis on utilise le contenu pour faire notre programmation. Aujourd'hui à l'émission, on va parler d'adolescents. On veut préparer les jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils puissent prendre avantage des opportunités incroyables qui existent sur le marché du travail. Puis avec moi ce soir, j'ai Alex Maheu de Stratégie Souma et Dan Dicker du Logement communautaire d'Ottawa. Puis je sais qu'ils vont avoir des idées incroyables à partager avec nous pour les jeunes, pour les parents, pour les enseignants. Puis je vais poser des questions à Dan et Alex au sujet de la préparation qu'on doit soumettre aux jeunes d'aujourd'hui. Puis, quand je parle de préparation, je pense à toutes sortes de techniques qu'on utilise pour aller chercher chez les jeunes qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Premièrement, je veux vous parler de l'approche qu'on utilisait anciennement, puis je vais vous dire pourquoi cette approche-là ne fonctionne plus. Donc, souvent, quand on parle avec un jeune secondaire puis on veut l'aider à les guider dans leur cheminement, on leur demande « Dans quel cours est-ce que tu réussis au secondaire? » Par exemple, un jeune pourrait nous dire « Pour moi, c'est les mathématiques. » Ensuite, on va dire « OK, mais si tu réussis, si tu aimes les mathématiques, je t'encourage de choisir un programme d'études au post-secondaire dans un domaine relié à la mathématique, par exemple en comptabilité. » Ensuite, on finit nos études. Là, le jeune se demande « Mais qu'est-ce que je devrais faire? » Le jeune est à la recherche d'emploi. Évidemment, quand on étudie en comptabilité, une des options, c'est d'être comptable. Donc là, on se pose la question, quelle organisation embauche des comptables? On trouve une organisation. Et finalement, une fois qu'on a commencé notre carrière, on commence à faire des réflexions importantes sur quelles sont les opportunités en comptabilité qui m'intéressent. Puis ce que je veux dire par opportunité, c'est qu'il y a toutes sortes de firmes qui travaillent sur différentes opportunités, différents défis, différents problèmes. Puis c'est ça vraiment la partie la plus intéressante de la carrière des gens, les opportunités. Mais malheureusement, la façon qu'on programme nos carrières en ce moment, c'est que c'est seulement à la fin du processus de réflexion qu'on pense aux opportunités. Voici ce que nous, on propose à Ta carrière, ton histoire. On change le modèle. Au lieu d'aller de haut en bas, on va de bas en haut. Par exemple, on va tout de suite aller demander aux jeunes au secondaire quelle opportunité t'intéresse? Quel défi aimerais-tu explorer sur le monde du travail? Ensuite, quand les jeunes découvrent leur opportunité, on va aller ensuite trouver les organisations qui travaillent sur ces opportunités-là. On va aller voir, mais qui travaille là-bas, puis quels emplois est-ce qu'ils ont en ce moment? Quelles études est-ce qu'ils ont eues pour les préparer pour ces emplois-là? Puis ensuite, là, on peut aller voir le choix de cours au secondaire qui va nous guider, nous dire qu'est-ce qu'on devrait étudier en 10e, 11e, 12e. Donc, c'est une différente approche. L'approche commence avec les opportunités, les défis. Puis, je vous encourage, si vous parlez à des jeunes, de leur demander quels défis, quelles opportunités les intéressent, quels problèmes ils veulent régler. Après la pause, on revient tout de suite avec Dan Dicker qui va nous donner son point de vue sur comment préparer une carrière importante. On revient tout de suite. Bienvenue à Ta carrière, ton histoire. Je suis avec Dan Dicker du Logement communautaire d'Ottawa. Dan, peux-tu nous expliquer ce que tu fais au Logement communautaire d'Ottawa? Donc, moi, je suis l'agent de programme énergétique et d'énergie renouvelable pour le Logement communautaire d'Ottawa. C'est un long titre, ça. C'est très long. Le Logement communautaire d'Ottawa, c'est une organisation avec 15 000 unités de logement social à Ottawa. On est le plus gros à Ottawa, le deuxième plus gros dans la province. Et on fournit des unités abordables à Ottawa. Puis ça, j'imagine que ça a une mission sociale importante dans la ville. Est-ce que j'ai bien compris? Absolument. Il y a une liste d'attente de 10 000 personnes à Ottawa pour du logement abordable. Wow, c'est beaucoup. C'est une organisation très importante. Puis toi, comment tu contribues dans l'organisation?
Donc, en tant qu'agent de programme énergétique, mon emploi, c'est de gérer tout ce qui est les services publics. Donc, en termes du gaz naturel, de l'électricité et de l'eau. On dépense plus de 23 millions de dollars à chaque année sur tous les différents services publics. Donc, c'est quelque chose ça a un gros impact. Intéressant. Puis toi, j'imagine que tu as un background qui te permet de comprendre ces différents services-là. Où est-ce que tu as dû apprendre quand tu étais au travail? C'est quelque chose, je veux dire, j'ai fait une maîtrise et un bac en génie chimique, donc j'avais un peu un background en ingénierie, mais il y avait beaucoup d'aspects en termes de structural ou en termes des bâtiments, le code de l'édifice, des choses comme ça que j'ai dû apprendre pendant que je suis en train de travailler ou durant ma maîtrise aussi. Puis maintenant que tu as fait ça pendant quelques années, toi, c'est quel défi ou opportunité qui t'intéresse? Donc, ultimement, on regarde, comme j'ai mentionné, on dépense 23 millions de dollars sur les services publics à chaque année. Oui. Mon but, ça serait d'être capable de réduire ça. Donc, on fait ça, par exemple, en installant des panneaux solaires, on fait ça en ajoutant plus d'isolants sur les maisons ou même en installant des genres de contrôle sur les différentes pièces d'équipement mécanique qu'on a dans nos édifices. Ultimement, je travaille sur créer des édifices qui seraient net zéro. Donc, c'est difficile à faire quand on considère des édifices qui ont été bâtis dans le 1970, mais quand on regarde à faire du redéveloppement, on peut considérer avoir autant de conservation que possible, avoir de l'équipement aussi efficace que possible, et ensuite ajouter de l'énergie renouvelable comme des panneaux solaires ou d'autres genres de technologies pour venir ajouter pour faire supplémenter qu'est-ce qu'on consomme. OK. Donc, on dirait que c'est très important pour l'environnement, ce que tu proposes dans ta mission. Exactement. Je veux dire, les édifices consomment un tiers de l'énergie qu'on consomme sur la planète se consomme dans des édifices. Peux-tu nous dire rapidement ce que ça veut dire net zéro? Tantôt, tu as dit net zéro. Donc, net zéro, ça veut dire que l'édifice produit autant d'énergie qu'elle consomme. Produit de l'énergie. Exactement. Donc, il faut vraiment avoir un édifice qui est très efficace, de l'équipement mécanique très efficace. Ouais. Puis ensuite, le petit montant d'énergie qu'on a besoin, on va le chercher avec de l'énergie renouvelable. Intéressant. Il y a probablement des jeunes qui regardent l'émission en ce moment qui se disent « ça m'intéresse. Moi, j'aime ce défi-là. J'aimerais aider l'environnement. » Quel conseil aurais-tu pour des jeunes qui veulent préparer une carrière qui travaille sur ce défi-là? En général, moi, même si on regarde cette carrière-ci ou n'importe quelle carrière, moi, qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant, c'est l'effet domino que les opportunités peuvent avoir. OK. Parce que, par exemple, moi, j'ai eu l'opportunité de faire une émission de télévision. J'ai animé ma propre émission de télévision sur HGTV. Wow. Ça s'appelait House Hazards. On a eu bien du fun. C'était 14 épisodes. Ça, c'est une opportunité qui est arrivée après, honnêtement, quand je regarde en arrière maintenant, c'est après une série de 15 ans de différentes autres opportunités qui m'ont apporté là. J'ai commencé à faire des pep rallies au secondaire. J'ai commencé à faire de l'impro ensuite avec ces pep rallies-là. Ça m'a apporté éventuellement avec une troupe de comédie qui jouait à Yuck Yucks. Et éventuellement, ça m'a préparé à être capable d'animer une émission de télévision. Je savais que tu étais drôle. Mais ça, ton idée de l'effet domino, c'est d'avoir des expériences, de s'impliquer, de prendre avantage d'opportunités tout de suite quand on est au secondaire. Puis ça mène à autre chose, ça mène à autre chose. Puis là, éventuellement, ça nous permet de faire des choses de plus en plus importantes. C'est exactement ça. Parce que surtout, je veux dire, quand tu es au secondaire et à l'université, les 15 à 25 ans, il y a tellement de programmes qui est offert aux jeunes tu veux voyager le monde, tu veux essayer une nouvelle langue, tu veux essayer un système coop ou tu veux même aller travailler à enseigner dans des écoles toi-même, essayer toutes des différentes choses. C'est de prendre ces opportunités-là et de voir où ce qui t'amène. Parce que, par exemple, même l'opportunité, l'émission de télévision, éventuellement, hein, le fait que je faisais de l'impro, ça l'a rencontré le fait que j'avais une carrière en génie. J'ai fait ma science, j'ai fait mon bac, j'ai fait ma maîtrise, je suis devenu ingénieur professionnel, puis je travaillais dans les édifices. Donc, c'est ces deux choses-là qui sont rencontrées. Intéressant. Moi, je pense que c'est un très bon conseil. L'effet domino. Quand on revient après la pause, on va parler à Alex Maheu, puis on va lui demander son conseil pour préparer les jeunes pour leur futur et leur carrière. On revient tout de suite.
Bienvenue à Ta carrière, ton histoire. Alex Maher, tu travailles pour Summa Strategies. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais? Donc, essentiellement, je suis un consultant en relations gouvernementales. OK. Fait qu'un autre terme que les gens utilisent souvent, c'est le terme de lobbyiste. Là, tu vas me dire, qu'est-ce que ça mange? C'est ça, j'allais dire. Oui, c'est ça, j'allais dire. Qu'est-ce que ça fait? Oui, bien, écoute, un lobbyiste, essentiellement, moi, je représente les intérêts de des compagnies, des organisations qui veulent faire affaire avec le gouvernement. OK. Souvent, le gouvernement va avoir des projets de loi ou des règlements qui vont venir avoir un impact sur ces compagnies-là. Et moi, j'aide à éduquer les élus et j'aide à les connecter ensemble, ces gens-là. Donc, tu aides à connecter, je peux répéter? Oui. Tu aides à connecter des organisations avec le gouvernement. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de l'aide à être connectés? Bien, souvent, ces gens-là qui travaillent pour des compagnies ne connaissent pas nécessairement comment que le gouvernement fonctionne. Puis toi, tu sais comment ça fonctionne? Oui, je sais OK, comment ça fonctionne. OK, c'est ça. La raison pourquoi je sais comment ça fonctionne, c'est que j'ai déjà travaillé au Parlement pour un député, j'ai travaillé aussi pour un ministre dans le temps, et j'ai connu les procédures pour savoir comment que les projets de loi se font mettre en place ici au Canada. OK. Et j'ai bâti une expertise que pas tout le monde a. Et c'est comme ça que j'aide les compagnies au moins à leur aviser sur ces processus-là. Ça, c'est quoi un exemple d'une organisation que tu aides? Bien, dernièrement, j'ai travaillé avec une organisation du transport urbain ici au Canada. Et on s'est penché sur des défis sur justement les véhicules autonomes, les véhicules connectés, donc les véhicules sans chauffeur, donc les voitures qui se promènent sans avoir de chauffeur. C'est des choses que le monde pense que c'est dans le futur, ça va arriver dans 20, 30 ans d'ici, mais on voit que de plus en plus, il y a des compagnies qui commencent à faire des tests, puis ça va être commercialisé dès bientôt. Bientôt. Est-ce que tu sais, toi, est-ce que tu as des connaissances que nous, on n'a pas par rapport à quand? Comme à Ottawa, est-ce qu'on va commencer à voir ces autos-là? Il y a des gens qui pensent que ça va commencer même à l'année 2020. Il y a des compagnies comme Google qui, eux, ont déjà fait des tests aux États-Unis où ils ont des véhicules sans chauffeur. Environ, ils ont fait, je pense, 1 million de kilomètres sans avoir d'accident. C'est vraiment impressionnant. Et les compagnies qui sont aux États-Unis commencent à se pencher ici au Canada pour avoir accès, pour avoir des permis, pour être capable de faire ces tests-là. OK, donc ça s'en vient. Moi, je pense que la sécurité, c'est un aspect important, je devine, dans ce que tu fais. Ouais. Puis moi, ce que j'ai lu, c'est que le testing qu'ils font en sécurité, leur but, c'est d'être 10 fois plus sécuritaire que si une personne conduisait le véhicule. Est-ce que c'est les mêmes choses que toi, tu vois? Oui, c'est justement des défis que les compagnies se penchent dessus comme c'est là. Ce qu'on voit comme c'est là, c'est que les compagnies qui ont des autos autonomes, il y a beaucoup moins d'accidents que les véhicules ou ce que les gens y conduisent. Parce que souvent, là, les accidents, c'est des erreurs humaines. Comme les textes pendant qu'on conduit? Comme les textes. Oui, ouais, exactement. Moi, je trouve que c'est un défi intéressant, puis je devine qu'il y a d'autres gens qui s'intéressent aussi au même défi. Même ton rôle en tant que lobbyiste de faire la connexion. Quel conseil, toi, aurais-tu pour des jeunes qui voudraient faire quelque chose comme toi? Bien, les gens qui veulent rentrer soit en politique ou qui veulent rentrer dans des secteurs, pour moi, mon conseil, ça serait de bâtir leur réseau le plus tôt possible pour être capable d'ouvrir des portes dans des opportunités du futur pour des emplois. Que ce soit du bénévolat, que ce soit aussi aller travailler à temps partiel pendant les études. C'est vraiment important de commencer à essayer de travailler dans ces industries-là, ces secteurs-là. Parce qu'une fois que tu finis tes études, ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher un job parce que souvent, là, c'est des connexions qui vont t'aider à trouver ton emploi du futur. Je suis content que tu aies donné des idées parce que j'allais te demander, OK, comment est-ce qu'on fait ça, le réseautage, le networking? Comment est-ce que c'est prend? Toi, tu as donné 2 idées. De faire du bénévolat, d'avoir des jobs à temps partiel. Mais comment est-ce que du bénévolat, ça t'aide à faire du networking? Peux-tu? Bien, en faisant du bénévolat, tu vas être capable de démontrer un peu tes expertises aux gens qui travaillent déjà dans les domaines. Pour te donner un exemple, pour moi, j'ai toujours été mordu de la politique. Quand j'étais jeune, je me suis impliqué dans des campagnes électorales. Et les gens ont commencé à me connaître. Puis depuis ce temps-là, après ça, j'ai été capable d'avoir des emplois à la Chambre des communes parce qu'il y avait des gens qui travaillaient sur la campagne avec moi qui travaillaient là. Donc, j'ai été capable de monter un peu dans ce genre de carrière en politique. Donc, l'idée, c'est que tu te prouves. C'est que quand tu travailles là, ou quand tu fais du bénévolat, tu fais du bon travail, les gens te font confiance, puis là, ils te donnent d'autres opportunités. C'est un peu ça la recette. Exactement. Je pense que c'est un très bon conseil. L'idée de s'impliquer, c'est une des choses que Dan a partagé tantôt, donc de s'impliquer. Puis toi, tu nous donnes un autre bienfait de ça, c'est de faire son réseau, de connecter avec des gens. Très important. Merci beaucoup d'avoir partagé ce conseil-là. Quand on revient après la pause, j'aimerais qu'on regarde un Vox Pop qui va nous expliquer un peu ce que les gens pensent de cette idée-là de préparer des jeunes pour des jobs qui n'existent pas encore nécessairement. Puis ça va nous permettre de regarder le futur du monde du travail d'une différente façon. On revient tout de suite.
vraiment s'investir et oui, pas avoir peur de travailler, de donner tout ce qu'on a dans la société et pas faire uniquement le minimum 16 heures. Et voilà, c'est vraiment ne pas avoir peur de donner du temps. Il faut qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils voient l'avenir, qu'ils ne regardent jamais le passé. Par contre, il faut qu'ils s'inspirent du passé. Le passé fait le présent fait le futur. Et c'est comme ça qu'il faut avancer. J'ai l'impression qu'on leur vend dans les écoles un concept de niche, c'est-à-dire que leur job va être très, très détaillé, très précis, or que la plupart du temps, hormis dans les très très grosses sociétés, mais sur les sociétés à taille humaine, les jobs sont très variés, finalement ils doivent toucher à beaucoup de choses. Et moi, Créer toutes les options, puis avoir une idée de ce que tu veux rentrer avant de juste rentrer à l'université pour rentrer à l'université ou rentrer au collège pour rentrer au collège. Ce que nos parents ont connu avec un travail qui est le même toute leur vie, ça ne nous arrivera plus jamais. C'est-à-dire que là, il y a des jobs qui existent maintenant, qui dans 10 ans n'existeront plus, et il y a des nouveaux jobs qui vont être inventés d'ici là parce qu'il y a la robotisation, parce qu'il y a l'automatisation. Et je leur ai dit que le problème, c'est de ne pas camper sur leur position, c'est surtout de rester très flexible et de saisir les opportunités dès qu'il y a quelque chose de nouveau. Si ça leur tente, il faut foncer dessus pour se former, pour apprendre, pour avoir envie, parce que ça se trouve... J'aime beaucoup le commentaire qui sort du Vox Pop parce qu'on parle encore d'opportunités, mais on parle d'une certaine flexibilité qui est requise pour prendre avantage des opportunités dans notre environnement. Donc, c'est une super belle recommandation pour les jeunes. Puis, on peut commencer à avoir ces réflexions-là maintenant de quels problèmes, opportunités, défis nous intéressent, mais tout en gardant une certaine flexibilité. Moi, je vais demander à Dan et Alex de nous raconter les défis qui les intéressent maintenant, les plus grandes opportunités dans le futur du monde du travail qui les intéressent. Donc, messieurs, je vais vous demander de faire un jeu avec moi, OK? On a un jeu de cartes au tableau, puis c'est le jeu de cartes défis. Puis, ce qu'on voit, c'est toutes sortes de défis sur le futur du monde du travail. Puis, je veux que vous regardiez les différents défis, puis vous me dites quel défi vous interpelle, quel défi vous intéresse. Je vous donne un moment pour faire ça. Ce que Alex et Dan font en ce moment, c'est qu'ils regardent différents défis dans différentes catégories. Économie, santé, société, environnement. Puis, ils vont se demander quels défis les interpellent, quels défis les intéressent. Puis, nous, on va leur demander ensuite pourquoi ils ont fait ces choix-là. Puis, vous, à la maison, vous pouvez voir si c'est des défis qui vous intéressent aussi. Peut-être qu'il y a d'autres défis à part ceux-là qui vous intéressent. C'est une différente façon de voir votre choix de carrière, de commencer avec les défis, puis je vous invite de nous suivre dans ce cheminement-là. Puis je vois que vous avez déjà fait des choix. Là, Alex, est-ce que je peux commencer avec toi? Absolument. La première carte que tu as choisie, c'est créer de l'intelligence artificielle. Oui. Pourquoi tu as choisi celle-là? Bien justement, je pense qu'il y a beaucoup de défis qui vont arriver avec l'intelligence artificielle, mais aussi des belles opportunités. La robotique, ça va venir essentiellement changer nos vies, ça va améliorer nos vies. Mais il y a aussi des défis qui vont arriver dans le futur. Ça pourrait, la robotisation aussi, enlever certains emplois qui existent dans le monde. Fait qu'un des exemples qu'on parlait justement, c'est les véhicules autonomes. Oui. De plus en plus que ça devient une réalité, bien, ça va enlever des jobs pour les chauffeurs de taxi, les chauffeurs d'autobus. Donc, comment que ces gens-là vont se rééquiper pour rentrer dans le domaine du travail dans le futur? C'est une question qui m'intéresse beaucoup puis qui est très pertinente. Très important. Ça s'en vient bientôt, tu nous as dit tantôt. Absolument. La deuxième carte que tu as choisie, établir le commerce équitable. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis ensuite, pourquoi tu l'as choisi? Bien, le commerce équitable, c'est essentiellement des commerces entre des différents pays. Donc, il y a certains pays qui ont besoin de certaines choses, que ce soit des ressources ou des produits ou des services, et il y a des pays qui vont se l'échanger. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Ici, au Canada, on a beaucoup de sirop d'érable, puis il y a des pays qui le veulent, ce sirop d'érable. Fait qu'on va leur envoyer. Puis en retour, peut-être que nous, on a besoin du pétrole pour chauffer nos autos. Donc, on va aller apporter du pétrole ici. C'est comme ça que les échanges se font. C'est un bon exemple. Mais ces échanges ne se font pas déjà en ce moment. C'est quoi exactement le défi? Pourquoi est-ce que ça devient plus compliqué? Oui, les échanges se font déjà en ce moment. Je ne sais pas si tu as entendu certainement, mais il y a le président Trump qui s'est fait élire il n'y a pas longtemps. Et lui s'est fait élire
pour la question, une des grosses questions qui s'est fait élire, c'est qu'il trouvait qu'il n'y avait pas du commerce équitable entre les États-Unis et les autres pays qui faisaient affaire avec. Puis un de ces pays-là, c'était le pays du Canada et le Mexique. Oui. Pour lui, c'était pas une entente équitable. Il veut renégocier ça avec les pays. Et justement, c'est en train de se faire faire comme c'est là, avec le Canada et le Mexique. Donc là, j'y pense. Puis là, à part Donald Trump, puis Justin Trudeau, il y a d'autres personnes qui peuvent travailler sur ce dossier-là. Ah, oui, absolument. Oui, fait que soit des diplomates, des gens qui font affaire en politique, justement, des élus, ou même des analystes, des fonctionnaires. Donc, c'est vraiment... et des experts dans certains secteurs, dans tous les secteurs. Parce que, justement, les échanges entre les pays, ça peut impacter tous les secteurs. OK. Merci beaucoup. Dan, toi, tu as choisi gérer les déchets de la planète. Peux-tu nous parler de ça? Moi, je pense qu'en ce moment, le montant de déchets ou les certaines inefficacités qu'on a dans la façon qu'on utilise nos ressources, globalement, c'est un des plus gros défis que notre planète et que l'humanité va devoir travailler dessus dans le futur. Oui. Puis, d'après toi, c'est quoi le rôle que quelqu'un comme moi et toi, on peut jouer dans nos carrières pour aider avec un défi comme celui-là? Premièrement, je pense qu'on doit reconcevoir comment est-ce qu'on consomme. Parce que, par exemple, j'ai adoré quand les épiceries ont commencé à charger pour les sacs de plastique. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose de tellement insignifiant, je veux dire, c'est 5 sous. Oui. Mais tout à coup, tout le monde a dit, hey, va me sauver 5 sous, moi, je peux rapporter mes sacs, je vais apporter un sac durable que je vais réutiliser de fois en fois en fois. Maintenant, il y a des magasins comme Bulk Barn, par exemple, qui commencent à promouvoir, apporte votre contenant réutilisable, puis on n'a pas besoin d'utiliser du plastique. Parce que toutes ces ressources-là, c'est des choses qu'on est en train de juste mettre dans la poubelle. On devrait on devrait réduire le montant qu'on est en train de mettre à la poubelle. Ouais. Et deux, on devrait voir la poubelle comme une source de matériel à réutiliser. Ça, ce serait intéressant parce que je ne sais pas à quel point on fait ça en ce moment. Je veux dire, il y a des programmes de recyclage, Oui. absolument. Mais en ce moment, nos programmes de recyclage, typiquement, on met ensemble des différents genres de matériel. Tu sais, un plastique comme ça, un plastique moins dur, peut-être un plastique plus dur ou un métal plus dur avec un métal moins dur. Ouais. Puis quand on le fond ensemble pour faire du recyclage, on aboutit avec un produit qui est de moins de qualité que qu'est-ce qu'on a commencé avec. Donc, le même morceau de métal qu'on a utilisé ici, on ne peut pas le réutiliser pour produire la même chose. Une canette, par exemple, pour boire, on ne peut pas réutiliser la canette qu'on a fondue dans le recyclage. On ne peut pas nécessairement la réutiliser pour former cette canette-là encore. OK. Parce qu'on a dégradé le matériel. OK. Le prochain défi que tu as choisi, c'est bâtir l'école du futur. Pourquoi tu as choisi celui-là? C'est quoi? C'est peut-être... j'ai une belle petite fille de 20 mois à la maison, donc de plus en plus, je commence à penser à qu'est-ce que l'éducation fait, parce que, je veux dire, elle va commencer un trajet de 20 ans ou plus dans son éducation. Et je pense à la façon qu'on a été formé à date. Oui. Et je pense qu'il y a tellement de choses qu'on n'est pas en train d'explorer, qu'on n'est pas en train de promouvoir chez les jeunes. On n'est pas en train de leur donner l'opportunité d'atteindre leur maximum. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de travail qu'on pourrait faire à faire certain que tout le monde trouve leur passion. C'est ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Les gars, je veux vous dire un grand merci parce que vous nous avez donné des super belles idées pour le futur de demain. Les jeunes du futur. Puis, j'aimerais ça vous réinviter à un moment donné. Merci beaucoup, les gars. Merci.